Comme toujours, le Rendez-vous Tech n'est pas financé par des sponsors ou des sociétés de tierces, mais par vous, les auditeurs, vous qui avez le contrôle et le pouvoir de soutenir cette émission. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Richard Février, Aline Cossette, Philippe Guyet, Alexis Salas, Mickey, Damien Mornico et Stan Ribaud. Merci à vous tous de permettre à cette émission d'exister. Si vous aussi vous appréciez l'émission et que vous voudriez la soutenir, rendez-vous sur patreon.com/rdvtech. Merci à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toutes les semaines l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de téléphone portable interdit à l'école, de loi sur les fake news, peut-on contrôler l'internet, de Amazon qui amène l'écho son Amazon Echo en France, et puis de plein d'autres petites news. Et pour m'accompagner dans ces aventures technophiles, j'ai l'éminent Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric ? Ça va aussi bien que possible. On aimerait que l'été ressemble un peu plus à l'été, mais c'est à peu près la seule chose dont on peut se plaindre. Écoute, quand je suis parti de Paris il y a quelques jours, même pas 2 jours, il faisait plutôt pas trop moche, hein ? Ouais, mais orageux tout le temps, enfin c'est assez particulier. Tu sais, c'est marrant, je regardais la météo et je voyais orageux, je paniquais et je me rends compte que quand on dit orageux à Paris, c'est pas exactement la même chose que quand on dit orageux en Finlande, hein, j'avais oublié. Ah bon ? Ah bon ? Disons que, en fait, à Paris, quand il pleut quelques heures dans la journée, c'est pas toute la journée qui est grise. En Finlande, c'est un petit peu le temps anglais, on va dire, de temps en temps. C'est le plafond. Voilà, c'est ça. Bon, en ce moment, il fait beau, je vais pas me plaindre. J'ai la forêt juste derrière ma fenêtre, ça va, il fait beau. Donc on va parler de tout ça effectivement. L'émission est enregistrée un petit peu plus tôt parce que l'E3 chamboule absolument tout mon emploi du temps d'enregistrement. L'E3, la grande fête du jeu vidéo. Donc je couvre toutes les conférences en live avec mes amis américains et puis on va enregistrer les émissions résumées. Donc il y a plein de choses à faire. Je sais pas si t'es fan de jeux, toi tu suis l'E3 ou pas du tout ? Alors, j'ai fait le 3, je crois 12 ans de suite. Pas l'année dernière parce que j'avais un joker dans la personne d'un bébé. Et pas cette année parce que ça tombait moins bien et puis parce que c'est des choses qu'on fait avec ma camarade Mélinda d'Avansoulas que tu connais, qui travaille pour LCI.fr. Mm-hmm. Et là, c'est elle qui s'y colle et elle s'y colle bien et ça m'arrange pas mal en termes d'emploi du temps aussi. Oui, je comprends. Et alors, après, côté jeu, oui, moi j'ai beaucoup joué pendant longtemps et après, j'ai fait des enfants. Et tout à coup, mais c'est pas grave parce que maintenant, c'est mon fils de 5 ans qui se bat pour jouer sur la Switch. Très bien, c'est le résultat auquel j'espère arriver dans quelques années. Voilà, exactement. Oui, ça, je pense, mais ça, c'est exactement ce qui va t'arriver. Ouais. Et je me souviens même avant la Switch, les rééditions de la NES de Nintendo, moi j'avais rapporté ça à la maison. Il y a plein de jeux dedans. Et à l'époque, il avait 3 ans. Et j'essayais de lui trouver les 2 jeux les plus simples, tu vois, les trucs les plus linéaires où vraiment il y a un bouton à appuyer. Et ça l'amusait déjà beaucoup, à tel point que je me souviens, au bout de 2 jours, moi j'ai pris la console pour commencer à jouer, il s'est assis à côté de moi en disant je vais te montrer parce que c'est difficile. Très mignon. Petit con, va. Bon, donc effectivement, c'est la génération, la transmission de l'amour des jeux vidéo intergénérationnel, c'est très très bien. Et justement, une partie de cet amour, c'est le 3 et on le couvre, mais aujourd'hui, on est là pour parler plutôt de tech que de jeux, même si à la fin, peut-être que les jeux vidéo vont s'insérer un petit peu dans l'émission. Mm-hmm. Mais on va commencer, on parlait d'enfants. Il y a une loi, on va parler très rapidement avant de se lancer dans les autres sujets, mais il y a une loi qui vient d'être votée, c'est l'interdiction des portables à l'école. Ça concerne donc toute l'école jusqu'au lycée, c'est-à-dire qu'au lycée, quand même, on estime que les enfants sont assez responsables pour pouvoir gérer leur portable eux-mêmes, mais jusqu'au collège, en fait, jusqu'à la fin du collège, les enfants seront obligés de... Alors, bon, passons sur la question de l'implémentation qui est quand même importante, mais on ne sait pas trop comment ça va marcher. Est-ce qu'ils vont les mettre dans des casiers ? On ne sait pas. Il n'y a pas de solution établie.
Mais en tout cas, les portables seront interdits à l'école. Je me demandais si tu avais un avis sur la chose. Toi, ton fils va bientôt commencer à aller à l'école. Je dis bientôt, on est un petit peu généreux, mais j'ai un enfant aussi, j'y pense. Il est en grande section de maternelle. Mais c'est ça. Donc on va dire que pour l'instant, la question ne se pose pas encore, oui. Mais alors, qu'est-ce que t'en penses de cette histoire, toi? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Est-ce qu'il faudrait forcer? Est-ce que je suis très divisé, moi, sur le sujet. C'est compliqué parce que, alors évidemment, et d'ailleurs c'est déjà le cas, c'est-à-dire que les portables sont déjà interdits dans les salles de classe. Là, ça fait pas débat, bien heureusement, parce que t'imagines, sinon, t'as fait quoi aujourd'hui à l'école? J'ai fait Snap. Voilà. Ils sont interdits en théorie, mais enfin, on sait bien en bon cancre qu'on est que si tu te mets au fond de la classe et que tu regardes un petit peu vers le bas, tu peux t'amuser sur ton ordinateur. Là, ils sont censés ne plus les avoir sur eux. Si j'ai bien compris. Clairement, si j'avais 13 ans aujourd'hui et un smartphone dans la poche, je sais pas ce que j'écouterais à l'école. Hein. C'est ça. Ce serait pire que ce qu'elle a été. J'ose même pas imaginer. Mais parce que c'est ça le problème en fait, c'est que vraiment un smartphone, c'est un ordinateur qui va te permettre de regarder la télé, écouter la radio, jouer à des jeux, machin. Mm-hmm. Et dans une classe un petit peu surchargée où ils sont 35, évidemment, on peut pas demander aux profs et en plus de faire la police en permanence sur les trucs. Du coup, je sais pas, moi je me dis, oui, c'est compliqué à implémenter, mais j'écoutais This Week in Tech comme toutes les semaines, et il y avait une partie où il parlait des sujets des smartphones, et il disait, les enfants, la raison pour laquelle ils sont on les traite différemment, c'est que leurs cerveaux ne sont pas entièrement développés, ils sont pas prêts à gérer les choses comme des adultes, et c'est vrai que si tu leur donnes une source de distraction permanente, disons que c'est une catégorie un petit peu différente d'avoir un crayon et un papier et de commencer à griffonner sur ton cahier. Et j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut interdire les smartphones partout, et je suis pas du tout du genre il faut absolument, enfin c'est une technologie malsaine et machin, et ça pourrit leur cerveau, c'est pas ça. Mais c'est vrai que si tu leur mets la tentation dans les mains à l'école en permanence, je me dis, c'est un petit peu pousser le truc un petit peu trop, quoi. Donc, je sais pas, moi je me dis, il faudrait effectivement les interdire, ça me paraît pas incohérent. Maintenant, comment le faire Je suis d'accord sur le fait que c'est pas incohérent, mais c'est vrai que le débat se situe sur est-ce qu'il faut qu'ils soient en gros autorisés dans les cours de récréation. Et là, ça pose d'autres soucis, c'est-à-dire que là, le parent que je suis, moi, aimera bien dans pas longtemps arriver à joindre ses enfants quand ils sont à l'école et que c'est la récré, ou à être joint par eux. Enfin, tu vois, garder ce lien ouvert pendant la journée pour des questions de logistique idiote, etc. Donc le côté vous allez laisser vos smartphones à la maison, c'est compliqué. Ou alors peut-être qu'il faut juste leur mettre dans la poche quelque chose qui n'est pas un smartphone. On va tous aller acheter des Nokia 3210. Non mais si, voilà. Et du coup on pourra échanger 3 SMS et s'appeler. Si je veux jouer le vieux con, je peux te dire, nous quand on était à l'école, on n'avait pas de téléphone et on s'en sortait pas plus mal. Exactement. Oui. Exactement. On en faisait d'autres, hein, mais on faisait pas ça. Et je suis absolument d'accord sur le fait que. Alors il y a d'autres solutions. Peut-être que je sais pas, on peut coller des brouilleurs dans les salles de classe. Il y avait quand même une discussion connexe à celle-là. C'était est-ce qu'il fallait du coup demander aux profs de ne pas venir avec leur smartphone pour des questions d'exemplarité. Je pense que la question est intéressante et ça change la vie. Est tombé à la poubelle un jour parce que le problème n'a rien à voir. Enfin, je vois pas ce que veut dire l'exemplarité dans ce cas précis. Moi, je connais pas. Ça existe des profs qui restent à leur place pendant le cours et qui sortent leur smartphone et qui vont sur Facebook. J'en doute un peu. Mais on est d'accord que je comprends l'esprit de la loi. L'application va être un petit peu compliquée parce que voilà, tout le monde va essayer de trouver un peu son espace d'implémentation là-dedans, ce qui était déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a, je sais, des écoles privées en l'occurrence où les gens arrivent avec leur téléphone et le mettent dans un casier parce qu'ils ont des casiers. Là, ça va être un peu plus compliqué. On s'est aperçu qu'un prof, il peut pas vraiment te confisquer ton téléphone, c'est pas légal. Ah bah oui, bien sûr. Tout ça va se retrouver devant un tribunal administratif, ça va être un peu bon. Donc voilà, je comprends l'esprit, mais ça va être difficile. Ouais, ça va être difficile, mais c'est un sujet auquel on arrive souvent dans les questions difficiles qu'on aborde dans l'émission régulièrement depuis des mois et même des années. C'est ok, ça va être difficile, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut pas le faire? Et là, j'ai même pas de réponse. C'est souvent, on se dit, ah bah oui, quand on essaye de trouver une solution à un problème, c'est bien connu, enfin c'est la même chose dans les cas
dans tous les cas surtout, c'est genre on a toujours quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont amener des critiques valides à l'encontre de la solution qu'on propose. Mais c'est toujours le cas, systématiquement. Il n'y a pas de solution parfaite. Donc, où situer l'aiguille pour dire, bon, bah, si c'est un peu problématique, ça va, mais si c'est très problématique, ça passe pas. Et qui va estimer que c'est un peu ou pas très problématique? C'est vraiment une réponse, là. Souvent, j'ai un avis tranché. Là, je penche peut-être quand même du côté où je me dis, bon, quand même, les enfants de 12 ans... je comprends qu'on leur impose d'avoir des moments sans téléphone, mais en même temps, moi, à mon époque, on critiquait la télévision et mes parents me laissaient regarder la télévision tout le temps. Et non seulement j'ai l'impression que ça m'est pas Et on trop voit ce que mal fait ça a grandir. donné. Bah voilà, non, mais en plus, aujourd'hui, je regarde plus du tout la télévision, donc c'est le cause à effet est pas forcément clair. Donc, enfin, je sais pas. Je sais pas. Non, mais je pense que voilà, la loi va passer. Ils vont voir comment ça s'implémente ou pas. Peut-être que tout à coup, on va juste construire des casiers à smartphones partout. Et puis après, il y aura des affaires de 300 smartphones volés ou Ouais, c'est c'est fait ça. long. Enfin, voilà. Ouais. Bon, Mais voilà, chacun va trouver la manière d'implémenter le truc. Je pense qu'il faut laisser surtout beaucoup de liberté aux écoles et aux chefs d'établissement sur comment ils vont gérer le truc. Peut-être que, je sais pas, on va juste dire, voilà, tu rentres et puis tu le mets dans la maternelle où va ma fille. À l'entrée de la classe, il y a un panier, c'est le panier à doudou, parce qu'on ne rentre pas dans la classe avec son doudou. Et tout le monde met son doudou dans le panier à doudou. Peut-être qu'on va faire le panier à doudou smartphone, et ça, on réglera le problème d'une manière ou d'une autre. Mais avec la différence que si tu prends le doudou d'un autre, bon, t'as pas forcément envie de le prendre, mais prendre le smartphone d'un autre, forcément, oui. Bon. Et voilà. Ok. Bon, bah écoutez, je suis sûr qu'on entendra parler de cette histoire de nombreuses fois au cours de l'année et des années à venir. Une autre loi qui fait, ou plutôt on est au niveau d'une proposition de loi aujourd'hui, qui fait beaucoup de bruit, surtout dans la presse, ce qu'on peut comprendre, c'est la loi, alors je vais essayer d'être précis, on parle de la loi relative à la lutte contre les fausses informations. C'est la proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations. Qui criminalise la publication en fait, c'est pour ne pas dire fake news, hein, mais c'est vraiment les fake news, c'est pas juste des informations erronées ou des fausses informations, c'est un type d'information très spécifique avec une intention très spécifique, etc., etc. Donc on combat ce phénomène avec cette loi. Elle définit les fausses informations comme, j'ouvre les guillemets, toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. Et là, ça pose évidemment énormément de questions. Alors, qu'est-ce qu'on a quand on publie ce type de news? La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 €. Les mêmes faits seront punis de 135 000 € d'amende lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la nation. Et bien sûr, ces sanctions sont mises en place par des juges, enfin sont jugées par le judiciaire. Donc, il y a énormément de problèmes dans cette approche. Je suis le premier à avoir crié au grand problème des fake news qu'on a beaucoup vu aux États-Unis, que moi j'ai beaucoup suivi, et en Angleterre, et qu'on a moins senti en France. Et donc j'ai l'impression que l'urgence ne se ressent pas autant dans notre pays. Mais évidemment, comme vous en doutez, la manière dont est écrite cette loi est sujet à tellement d'interprétations que là, j'ai presque envie de dire l'aiguille de est-ce que c'est bien ou pas bien quand on a toutes les critiques qui vont être exprimées à l'encontre d'une décision, comme je le disais tout à l'heure, l'aiguille va plutôt dans le sens, pour moi, j'ai l'impression, mais je veux qu'on en discute, du côté, c'est peut-être pas un problème qu'on peut tacler ou peut-être pas de cette manière. Je suis un petit peu moins positif, on va dire, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors toi, tu es en plein dans la presse et dans les médias, ça te touche presque directement. C'est très très difficile. C'est-à-dire que, alors, on comprend très bien l'esprit de la loi, qui est de dire il faut réprimer
on pourrait dire les fake news, mais on va dire plus simplement les tentatives de manipulation de l'opinion. C'est peut-être une meilleure manière de décrire la chose. Excuse-moi, je vais encore parler un tout petit peu, mais vas-y. Le but n'est pas de... en tout cas, le but avoué n'est pas de tenter comment dire, d'endiguer les informations, mais vraiment, il y a dans ces fake news une vraie tentative, et parfois une réussite, de manipulation de l'opinion publique à des fins presque militaires. Quand on voit la manière dont... Alors, à quel point ils ont joué, ça a joué, on ne sait pas, mais la manière dont la Russie a tenté de contrôler l'issue de l'élection américaine d'il y a 2 ans, c'est pas juste quelqu'un qui lance une rumeur sur une star de la chanson, quoi. On est vraiment dans la manipulation, dans la cybermanipulation militaire, c'est de l'attaque entre les nations, quoi. C'est de la guerre informationnelle. Ouais. C'est ça. Donc on comprend l'esprit de la loi, qui est de dire il faut arriver à endiguer ça, il faut donner au judiciaire les outils pour arriver à le combattre. Maintenant, c'est là où on tombe dans une complication terrible, c'est que d'abord il faut qualifier ce que c'est. Tu as vu, voilà, la formulation du truc sur c'est quoi, oui, un fait dépourvu d'éléments qui permettraient. Ça peut vouloir dire tellement de choses. Ça s'applique qu'en période électorale, entre parenthèses, ce qui renforce encore l'idée que c'est vraiment pour éviter la manipulation. Oui. Ouais, c'est important. Mais c'est vrai que dans ce sac-là, tout à coup, vu le côté assez vague de la description, mais comment pourrait-elle être vraiment plus précise, tu peux mettre dans le lot des choses qui relèvent de la plus pure manipulation, des infos qui sont absolument fausses, et puis des infos qui sont juste, j'ai envie de dire, erronées. Tu vois ce que je veux dire? Ou une supputation à partir d'une info. Enfin, voilà. Il précise justement que l'info doit être diffusée de mauvaise foi. C'est-à-dire que on sait à la base. C'est marrant. Je parlais de cet article Facebook, cet article qu'a publié Wired sur la manière dont Facebook analyse les différentes fake news, parce que c'est vrai qu'il y en a plein. Il y a de la propagande, il y a de la manipulation, il y a plein de types différents. Et là, vraiment, j'ai l'impression qu'ils essayent de cibler autant que faire se peut. La tentative de manipulation, c'est-à-dire que il faut que l'information ait été diffusée de mauvaise foi, c'est-à-dire que son diffuseur sait qu'elle est erronée. C'est comme ça que je le comprends. Mais oui. C'est pas si simple que ça parce que justement il y a cet élément de la mauvaise foi dans le texte. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on va demander à un juge dans l'urgence parce que ce sont des procédures d'urgence. C'est pas un truc où tu vas déposer plainte pour que ce soit jugé dans 6 mois, 9 mois ou 1 an. Là, c'est le ministère public qui s'autosaisit. Enfin, il y a plusieurs façons de faire que ça arrive devant un juge. Mais tu vas demander à un juge dans l'urgence de juger de la bonne ou de la mauvaise foi de l'auteur. Ce qui est un concept qui en droit est un peu glissant parce que c'est éminemment ouvert à interprétation. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut que le texte soit assez large pour que tombe dans ces filets justement des tentatives de manipulation, mais il faudrait pas que ça ratisse trop large et que tout à coup, je sais pas, je dis une bêtise, un journaliste qui a fait un boulot honnête ou même imaginons un éditorialiste qui lui a pris des licences avec la réalité vraie juste pour supputer sur un fait ou une déclaration ou autre chose, puisse lui se retrouver dans les filets du législateur alors qu'il n'y a pas du tout d'intention de manipulation derrière. Donc, alors c'est là qu'on arrive justement aux critiques assez unanimes de l'ensemble de l'opposition, que ça soit de droite, de gauche ou de partout. On a entendu beaucoup de choses qui me semblent moi un petit peu pour le moins exagérées ou crier Enfin, on a entendu différents responsables politiques dire que c'était une tentative du gouvernement Macron de mettre la main sur sur l'information tout court, de manipuler l'information, de faire de la censure, de faire ce genre de choses. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est quand même de l'emphase politicienne un petit peu néfaste, parce que à force de tout dire que c'est vraiment crier au loup en permanence. J'ai l'impression. Est-ce que c'est effectivement... Il y a de ça. Non, mais bien sûr, il y a de ça. Oh, et l'un des autres problèmes d'Internet, c'est qu'à force de crier au loup, à force de dire que tout est la fin du monde, du coup, quand il y a vraiment un gros problème sérieux, on n'y croit plus et on n'écoute plus. C'est une sorte de brouhaha permanent, même si là, j'avoue que le danger est plus sérieux que souvent. C'est vrai qu'il faut être très, très prudent avec ce type de loi. Mais juste pour mettre ça, pour régler ça rapidement,
est-ce que toi tu penses qu'il y a effectivement une volonté comment dire sciente? Non, je perds mes mots. Délibéré, voilà, c'est des anglicismes. Délibéré de manipuler l'information, moi ça me paraît gros quand même, ou de censurer l'information, moi ça me paraît quand même. Non, non, bon. Okay. Non, parce qu'en plus c'est pas l'exécutif qui aura cette arme-là entre les mains. C'est alors, sauf si le ministère public peut s'autosaisir, mais toute personne pourra attaquer toute information devant un juge qui aura 48 heures pour statuer sur la véracité de l'information. Et là aussi, c'est-à-dire que prenons des exemples. L'affaire Cahuzac, voilà, par exemple. Mediapart sort des trucs en disant, voilà, le ministre du budget ou l'ancien ministre du budget, enfin non, à l'époque il était ministre du budget, a des comptes à l'étranger, etc., etc. Évidemment, Mediapart peut pas révéler ses sources à cet instant précis. Toutes les preuves sont pas là, sauf que eux disent nous, on a le dossier qui permet de. Si on les présente à un juge sous 48 heures, le juge va faire quoi en audience publique, leur dire alors, mais qui vous a donné ces informations? C'est un peu compliqué. J'ai l'impression que c'est. Alors évidemment, c'est sujet à interprétation, mais d'une certaine manière, toute loi est un petit peu sujette à interprétation quand elle arrive devant un juge. Mais en l'occurrence, si c'est Mediapart qui essaye de sortir un loup de ce type, en espérant que le juge est impartial comme il doit l'être, on peut se dire que le contexte fait que on va pas interdire à Mediapart de publier ce genre d'informations. Là où ça devient un petit peu plus... C'est tous ces problèmes où la ligne est difficile à tracer, mais on sait quand on est devant ou derrière. Et quand on parle de médias sponsorisés ou financés par la Russie comme Russia Today ou ce genre de choses, qui vont diffuser des informations clairement... Comment dire ? On parle, il peut y avoir des informations totalement fausses et vérifiablement fausses. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas sur ce genre de sujet. Et elles se diffusent à une vitesse effrayante. Est-ce que ça peut cibler ce genre de choses sans cibler justement les cas légitimes où Cahuzac, Fillon, ces histoires-là, où il y a un intérêt public à révéler ces choses-là? Est-ce que tu penses que les deux sont compatibles? C'est difficile parce que, ou alors tu pourrais faire une loi qui dit que ça ne cible que les médias au sens extrêmement large qui ne sont pas des sites de presse. Alors tu peux dire, voilà, si vous avez un numéro de commission paritaire sur les machins, etc. Mais c'est justement les sites de presse qui devraient être ciblés parce que sinon tu te lances dans chaque mise à jour, chaque update Facebook du Pékin du cousin de ton oncle. Ah oui, mais pourtant c'est ça. Oui, pourtant, c'est théorie, ça aussi. Ouais. D'ailleurs, Françoise Nyssen, la ministre de la Culture à qui il a été posé la question, dit non, mais attendez, ça vise pas les sites de presse. Sinon que la loi ne dit rien de tel. Donc, de fait, parce que ta publication, ça peut être de fait un statut Facebook, un blog post, une image commentée, 20 secondes de vidéo qui tout à coup devient virale. Mais alors ça, c'est en théorie, mais en pratique... Ça, peut-être que c'est un outil justement au moment où ça devient viral, parce qu'évidemment c'est pas chaque truc qui est liké 3 fois. Et peut-être qu'on arrive au bout du truc. Est-ce que l'intention est de se dire au moment où ça devient viral, où on voit qu'il y a 10 000, 100 000 retweets ou shares ou likes ou ce que c'est, à ce moment le parquet s'y intéresse ou le juge s'y intéresse, en interdit la diffusion et ordonne à Facebook de retirer cette mise à jour. De cette manière, en essayant d'enrayer la diffusion de l'information, et peut-être que Facebook peut appliquer la décision aux ripostes, aux autres publications, c'est ça. Et du coup, est-ce que d'une certaine manière, là je retourne le truc sur sa tête, on n'est pas en train de reprendre dans le domaine du gouvernement, ou en tout cas du pouvoir législatif, ce pouvoir de décision sur ce qui peut être publié ou diffusé ou non, alors que jusqu'à maintenant, ces dernières années, la tendance était de dire « Ah bah merde, Facebook, débrouillez-vous, déterminez ce qui est acceptable ou pas, et supprimez ce qui n'est pas acceptable », sachant que chacun a une opinion différente sur ce qui est acceptable ou pas. Facebook, Google, les autres. Est-ce que c'est pas... je me pose la question, est-ce que c'est pas une tentative d'essayer, si ça s'applique pas au titre de presse, mais plutôt
soyons clairs, hein, c'est les réseaux sociaux. Et les hébergeurs, et bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en train de remettre dans les mains dans lesquelles elle devrait être ce pouvoir de décision? Bah, là aussi, on ajoute un degré de complexité. Si on situe par exemple dans le droit de la presse, c'est facile de dire, tu vois, je sais pas, Le Monde a publié un article avec des infos erronées, donc on demande au Monde de retirer l'article ou de le corriger. Ça, c'est facile. Oui. Si c'est un mec qu'on connaît pas, qui a un compte Twitter avec 200 000 faux followers, qui tout à coup tweet une énormité sur, je sais pas quoi, la vie sexuelle d'un candidat, ou voilà. Là, tout à coup, on rentre dans un autre degré de complication, c'est-à-dire qu'on va demander aux plateformes d'arrêter de le partager, sans en connaître forcément la source. Et c'est amusant parce que tu disais, on peut retourner le problème. Retournons le problème. Vu que tout le monde, toute partie intéressée en fait, pourra aller dénoncer un contenu devant le juge, on va dire, regardez, c'est affreux, il y a je sais pas, tel blog post par exemple, ou telle photo Instagram qui allègue que mon candidat a fait ci ou a fait ça, ou je sais pas, a fraudé le fisc, a trompé sa femme, j'en sais rien. C'est-à-dire que ça peut s'appliquer aux sujets qui sont vrais aussi. Oui, non, pardon, tout à fait. vas-y, fini, oui. Et la mission du juge, tout à coup, c'est de juger le degré de bonne foi ou de mauvaise foi du poste, et puis surtout de la véracité des faits qui sont allégués. Il y a des choses qui sont objectivement invérifiables. Bien sûr. Qui sont même... Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire que si le juge n'arrive pas à vérifier que c'est faux, les gens qui l'auront posté pourront dire, mais la preuve que c'est vrai, le juge n'avait pas dit que c'était faux. Et là, tu tombes dans tout à coup, tu as amplifié le mouvement plutôt que d'être arrivé à l'étouffer. Ouais. Mais du coup, donc, et surtout, en période électorale, ou même vu que ça ne s'applique que là, bien heureusement, dis donc, on va donner du boulot au juge. Hein. Je pense qu'il va créer, deux, trois nouvelles chambres. Tu sais, il y a une chambre correctionnelle qui est spécialisée dans les affaires de presse. Je pense qu'il va en créer 3, 4 ou 5 autres événementiels, j'ai envie de dire, pour arriver à élaguer le nombre d'affaires qui vont être amenées devant elle, parce que tu vas avoir des rumeurs sur les candidats, où on va te ressortir des vieux dossiers, où on va, etc., des choses qui vont relever plutôt de l'insulte, des choses qui vont relever du vérifiable ou du pas vérifiable. C'est-à-dire que imagine que, je sais pas, le Front National ou le Rassemblement National maintenant nous ressortent des affiches sur, c'était quoi les affiches dans les années 80? Ouais, 2 millions d'immigrés, c'est 2 millions d'emplois en moins. Tu peux créer à la fake news, hein. Et le juge, il fait quoi pour dire c'est vrai, c'est pas vrai? C'est compliqué. Comme je le disais, il y a plein de cas où on saura pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais il y a aussi plein de cas. Je pense à comment dire, la campagne politique du Brexit, où il prétendait que le fait de quitter l'Europe ramènerait, je ne sais plus combien, de millions de pounds directement. Oui, 200 ou 389 millions de pounds par... Ouais. Exactement. Par semaine, par an, par mois, je ne sais plus, mais enfin, c'était un truc énorme. Dans les caisses de la sécurité sociale, ouais. Exactement. Et ils avaient mis ça sur des bus. Et ça, c'est idiot, mais c'était prouvablement faux, pour faire un barbarisme horrible. C'était probablement faux, et ça s'est diffusé énormément, et il y a plein de gens qui y croyaient vraiment. Dans un cas comme celui-là, et on a plein d'exemples aux États-Unis aussi pour la campagne présidentielle d'il y a 2 ans, dans des cas comme cela, est-ce qu'un outil de ce type ne serait pas utile ? Est-ce que, oui, il y a plein de cas où on se dit « Ah bah oui, mais là, on va pas savoir, le juge va devoir décider, le truc c'est OK », mais est-ce qu'il y a aussi des cas où ça pourrait accomplir sa mission, une loi de ce type ? On va dire que c'est comme arme, c'est un énorme gourdin assez large et lourd, donc qui risque de faire du mal. Enfin, il y aura probablement des victimes collatérales, mais en tout cas, de fait, il est dimensionné pour arriver à taper vite et fort sur des choses pas discutables. C'est sur tous les contenus qui sont à la marge, ou tous les cas de figure que le législateur a pas forcément prévu, ou tout à coup, est-ce que par exemple un programme politique peut être attaqué comme une fake news?
Est-ce qu'un slogan peut être attaqué comme une tu vois Bon, ça sera à voir effectivement, parce que bon, c'est encore qu'une proposition de loi. Il y a beaucoup de gens qui évoquent aussi la loi de 1881, qui fait déjà ce que fait cette loi-ci. La base du droit de la presse, et qui déjà réprime le fait de colporter des fausses nouvelles. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça. C'est un peu comme les portables à l'école. Il y avait déjà des règles qui sont écrites plus clairement et plus circonscrites. Parce que normalement, en droit pénal, on n'a pas le droit de faire des lois qui sont pas précises. Tu vois, ça, je suis pas certain que les législateurs aient bien compris la chose, mais... Tu vois, si tu l'assassinat et le meurtre, par exemple, sont deux choses différentes en droit pénal, et tu n'as pas, on peut pas t'accuser d'avoir presque tué quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des qualifications précises pour des faits extrêmement précis. Et là, évidemment, pour arriver à faire que ça colle avec des réalités qui sont très différentes, il a fallu que les qualifications soient un petit peu vagues, et ça va pas simplifier le truc, d'autant qu'évidemment, la loi va se retrouver à un moment devant le Conseil constitutionnel. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler, mais première zone d'application, c'est l'année prochaine, c'est dans un an, c'est les élections européennes de 2019. Oui, mais la loi n'est pas encore votée, c'est ce que je veux dire. On est à une proposition. Oui, mais ce sera fait le mois prochain, ça. Bien sûr, mais après, il y a justement certainement quelqu'un qui va l'amener devant le Conseil constitutionnel, etc., etc. Donc... À voir. Bon, dernier gros sujet du jour, c'est la sortie, dans 2 jours, de l'Amazon Echo en France. Donc, l'assistant virtuel. Alors, le Google Home est déjà disponible depuis un moment. Là, c'est le gros éléphant qui est dans la pièce qui arrive. C'est l'Amazon qui a lancé la mode des assistants, des enceintes intelligentes. Entre parenthèses, j'ai acheté un Google Home Mini que j'aurais adoré utiliser, mais je l'ai pas activé avant de repartir en Finlande, et du coup je peux pas l'activer depuis la Finlande. C'est très 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 frustrant. Si quelqu'un a une solution, j'ai essayé par VPN, ça marche pas. Si quelqu'un a une solution pour l'activer depuis la Finlande, ou si quelqu'un sait si en l'activant en France et puis en le ramenant en Finlande ça fonctionnera, je suis très curieux de le savoir, parce que j'ai été très frustré avec cette histoire. Donc bon, bref, dites-moi sur Twitter ou dans les commentaires, ou là où vous pouvez. Et donc, l'Amazon Echo arrive avec ses millions de skills qui lui permettent de faire tout et n'importe quoi. Cédric, toi, tu connais bien l'appareil. D'ailleurs, tu me disais avant d'enregistrer que vous l'utilisiez pas mal ces dernières semaines au boulot. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que les auditeurs devraient se jeter dessus? Qu'est-ce que ça fait? On en a beaucoup parlé ces derniers mois, mais ça reste un petit peu nébuleux, je crois, pour beaucoup d'auditeurs. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que l'Amazon Echo? Si tu as déjà utilisé un Google Home, tu as déjà une idée à peu près précise. Oui, mais pour de ce les que gens ça fait, qui parce que fait, les fonctions... c'est un assistant vocal, c'est-à-dire c'est quelqu'un, quelque chose à qui tu vas dire bonjour le matin et qui va te donner la météo du jour, les news, à qui tu vas poser des questions. Qu'est-ce que j'ai posé comme question difficile hier? Je me souviens plus. J'ai posé une question difficile et j'ai eu la réponse immédiatement. J'étais assez impressionné. C'est quelque chose. Alors j'attends de le voir parce que pour l'instant je l'ai pas en français. Qui en anglais marche remarquablement bien, mais c'est normal parce qu'évidemment Echo c'était quand même le premier des assistants qui a été lancé sur le marché. Amazon avait vraiment pris tout le monde de vitesse, ça date de 2014. Là où il est intéressant, je dirais qu'il y a 2 choses, parce qu'il y a des gens qui connaissent sans doute les assistants sur leur téléphone. C'est les choses qui sont différentes avec cette enceinte connectée, c'est que d'une part, il t'entend dans la pièce assez bien, même si tu parles pas trop fort. Ouais. Et puis le volume est évidemment beaucoup plus fort que sur un téléphone, donc c'est même dans une grande pièce, a priori on l'entend où qu'il soit posé. Et il y a toute cette série de skills dans le cas de l'Amazon qui sont en fait des petits scripts de programmation que peuvent implémenter les développeurs de manière à ajouter des fonctions à l'Amazon Echo. Et du coup, ça a augmenté les capacités de l'appareil et du système très très vite. Et donc, il peut faire énormément de choses. Mais quel genre de choses, en fait? Parce que c'est comme Google Assistant, c'est comme Siri. Bon, peut-être pas comme Siri, parce que Siri peut rien faire du tout. Mais qu'est-ce qu'il peut faire qui est un petit peu surprenant, peut-être? Surprenant, je sais pas. Alors évidemment, il y a un angle particulier sur Amazon qui est le commerce. Il faut comprendre le pourquoi, et là c'est pas ce qu'Amazon dit, c'est mon interprétation à moi, donc ne criez pas aux fake news tout de suite. C'est qu'évidemment Amazon a tout de suite vu le potentiel de cette technologie, à la fois
dans son côté à potentiellement développer des achats récurrents, par exemple. C'est-à-dire que pour ces choses dont tu ne te souviens plus, où tout à coup le prix a pas beaucoup d'importance, imaginons dire voilà, Alexa, recommande-moi un paquet de couches. Voilà. Où tout à coup on va reproduire des commandes que tu as déjà faites, on connaît déjà tes produits favoris, etc. Ce qui est important, parce que pour un site d'e-commerce, s'insérer comme ça dans des achats qui sont des achats des achats habituels, qui sont pas du tout de l'achat d'impulsion, c'est important. Et surtout, je pense que ce qu'Amazon a vu, c'est que si tout cela se développait sans lui, tout à coup, il allait se dresser des interfaces entre lui et ses clients. C'est-à-dire que si les leaders du marché, c'était Apple et Google, peut-être que ça poserait un problème de business à Amazon à un moment, parce que tout à coup, je sais pas, ces interfaces en question pourraient aussi demander un droit de passage. Mais Apple, c'est ils même sont plus très forts que ça. là-dessus. C'est même plus que ça. C'est de la même manière que les assistants virtuels sur les téléphones permettent, par exemple, à Apple de mettre une barrière de l'assistant entre l'utilisateur et la recherche, c'est-à-dire qu'on passe plus forcément par le site web pour faire une recherche sur Google, mais on demande à l'assistant, du coup, le contrôle retombe dans les mains d'Apple. Là, Amazon, avec cet assistant, est passé d'une situation où il devait passer soit par le web, soit par effectivement Google ou Apple sur les téléphones mobiles, à une situation où ils ont, eux, le contrôle sur leur interface à travers cet Amazon Echo. Donc effectivement, c'est un produit qui est hyper important. C'est ce dont on parlait sur les assistants virtuels, et Amazon s'est inséré dans cet écosystème de manière brillante avec tous les Echo qu'ils ont sortis. Ouais, et puis ils ont juste en fait considéré que c'était hyper stratégique pour eux. Parce que tout à coup, ça pouvait même les mettre en danger, d'où un investissement rapide et massif. Moi, il y a un chiffre qui me revient tout le temps, c'est que aujourd'hui, alors ça a peut-être augmenté depuis d'ailleurs, chez Amazon, les troupes qui s'occupent d'Echo, que ce soit pour le développer, pour les partenariats, pour le vendre, pour rien, ce serait plus de 5000 personnes. T'imagines 5000 personnes. C'est-à-dire que c'est des investissements à milliards. C'est pas une petite activité, c'est pas un gadget, c'est pas un petit truc qu'ils font à côté, c'est pas non, c'est un projet majeur. D'autant que c'est quand même la plus naturelle des interfaces. Bien sûr. Que c'est quelque chose avec lequel tu es presque né, la parole. Ouais, pas tout à fait. Moi, je peux te dire, là, ça fait 5 mois qu'on essaye de lui faire dire des trucs. Il parle pas, il est pas né avec, hein, le petit. C'est du boulot. Ça va venir. Et chez moi, j'ai des enfants qui sont en âge de parler, même de parler très bien, mais pas encore en âge vraiment d'écrire, voire même de lire. Et pour eux, l'interface vocale est un truc, mais d'un naturel absolument confondant. Encore plus que le tactile, ouais. C'est marrant, j'avais écrit un article il y a des années de ça, en disant justement que l'interface ultime, en fait, ma thèse de départ était, dans les années 80, on se disait mais nos parents ils savent pas utiliser les magnétoscopes et il faut tout leur faire parce que c'est trop compliqué. Oui, parce qu'ils savent pas encore. Et à terme, les gens arriveront les gens qui sont nés avec arriveront à utiliser ces machines compliquées, que ce soit des ordinateurs ou des machines comme les magnétoscopes, etc. Et en fait, on se rend compte maintenant, 30 ans après, que c'est pas le cas. La plupart des gens ne savent pas comment fonctionne un ordinateur, ne savent pas comment fonctionne Windows, enfin l'intérieur de Windows, ou même l'intérieur d'Android ou de iOS. Et donc, même si les smartphones ont amené une simplification de l'interface, la vraie interface la plus simple, la plus naturelle, c'est simplement le langage. Et les gens normaux ne sauront utiliser des ordinateurs que le jour où les ordinateurs sauront comprendre ce qu'ils disent et leur répondre. Enfin, c'est les assistants virtuels, en fait. C'est HAL 9000, c'est ce genre de choses. Ouais. Et j'avais écrit ça, effectivement, il y a des années et des années avant la sortie de Siri. Et clairement, c'est le gros enjeu, c'est que c'est l'interface la plus naturelle qui soit, si on peut avoir une interface conversationnelle qui fonctionne. Et c'est pour ça qu'ils se lancent tous là-dedans. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a vu que Prime Music a été inclus dans Prime, donc Amazon Music est maintenant inclus dans votre abonnement Amazon Premium. C'est un sous-service. C'est ça, attention. Avec des restrictions, c'est-à-dire qu'on a que 2 millions de titres, c'est que 40 heures par semaine, 2 millions au lieu de, je crois qu'ils ont 20 millions ou 40 millions de titres. C'est ça. Que 40 heures par mois
sans pub. C'est sans doute, comme on me l'a fait remarquer sur Twitter, c'est sans doute pour pousser Alexa. Mais donc, on peut écouter de la musique, on peut écouter certains podcasts. On va voir si on peut faire les podcasts de mes podcasts sur le truc. Ce serait bon à savoir, ouais. On peut écouter des radios en streaming. On peut trois quarts des utilisateurs aux États-Unis l'utilisent d'abord. Enfin, c'est l'usage le plus courant pour écouter de la musique, des podcasts, de la radio et le reste. C'est normal. Hein, c'est des haut-parleurs, ils sont connectés et en plus, c'est facile de leur demander des choses. Ils peuvent même, construire des programmes de manière plus ou moins intelligente. Par exemple, pour les news. Je le sais parce que c'est ce que j'utilisais sur Google Home aussi, où tout à coup, dans la version américaine, si tu dis OK Google, what's the news, il va d'abord te sortir le dernier flash radio de National Public Radio, et puis après il va te sortir Fox Radio, et puis après il va te mettre des news, etc. Chose que tu peux après customiser dans une application mobile, en disant voilà mes médias préférés, voilà mes sources d'infos préférées, etc., etc. Mais il y a des fois où c'est vraiment lui qui décide et c'est à la fois intéressant parce que c'est d'une fluidité totale. Ça, par exemple, tu lui dis, je sais pas, raconte-moi. Comment dire, qui a gagné le match hier, ou je sais pas, ce genre de truc. Oui, c'est ça. Voilà, ou dis-moi par exemple, raconte-moi une fable de La Fontaine. Et d'un coup, il va te raconter une fable de La Fontaine. Tu t'es pas posé la question en fait de savoir d'où ça venait. Lui, il a une source. Parfois, il te la précise d'ailleurs. Quand tu lui dis, dis donc, c'est faux, donne-moi une recette de crêpes. Et il va te dire, sur Marmiton, on nous dit que la recette des crêpes, c'est ça. Et là, il te donne la recette. Mais c'est vrai que la question qui se pose pour tous les gens dont c'était le métier de faire de l'information au sens très très large, hein, là je parle aussi des recettes de cuisine, des dictionnaires, de tout ça, etc., c'est que tout à coup, oui, se pose la question de dire, mais attends, mais là où les gens qui faisaient une recherche Google, tout à coup, ils avaient 3-4 choix devant eux, quand tu fais une demande vocale, on va pas te dire, vous préférez l'information qui vient de Wikipédia, de machin, non. Il va le choisir automatiquement pour te donner une réponse. Et tout à coup, de fait, tu te retrouves avec une interface dans tous les sens du mot interface, c'est-à-dire quelque chose qui est entre toi et l'utilisateur et qui va faire des choix implicites à la place de l'utilisateur. Donc, c'est pour ça que ça a poussé toutes sortes de gens à offrir toutes sortes de services sur ces interfaces. D'abord pour garantir que leur site, leur service, leur info sera toujours accessible, quitte à la demander spécifiquement. Je le sais parce que dans la maison qui m'emploie, par exemple pour Alexa, on a développé 3 services. Il y en a un pour LCI qui va te donner les dernières news, le dernier flash info, etc., que ce soit en audio et même en vidéo sur les versions vidéo d'Echo. Il y en a un autre pour les recettes de cuisine de Marmiton, parce que ça fait aussi partie de cette grande maison. Et puis, il y aura un truc avec les podcasts de téléfoot qui est bien calé pour la Coupe du Monde. Mais aux États-Unis, il y a des dizaines de milliers de services. Mais du coup, comment tu fais pour l'invoquer, justement ? Est-ce que tu peux dire donne-moi les news de LCI spécifiquement ? Oui, absolument. Il y a une phrase spécifique que tu dois dire et c'est comme une URL, en fait. Exactement. J'exagère. Ou c'est comme une app que tu lances spécifiquement. Tu dis lance-moi tel truc. Et voilà. Et s'il est disponible, ouais, d'accord. Ça s'installe pas comme un App Store. Alors ça peut être aussi dans les. T'as besoin de rien installer. C'est lui qui va chercher en fonction de son script le fichier audio à jouer ou ce que c'est. Exactement. Et du coup, est-ce que c'est un produit qui te rend service ? Est-ce que c'est un truc que tu recommanderais aux auditeurs ou oui. Ah oui, il faut. Je sais pas comment. Je sais pas. Si je peux encore imaginer comment on arrive à fonctionner sans un assistant vocal, mais moi c'est quelque chose que celui à la sur maison. Le téléphone. En fait, c'est assez transparent parce que les utilisations sont à peu près les mêmes. Mais moi, c'est quelque chose qui à la maison me rend service. Tu vois, ne serait-ce que pour dire voilà, j'ai 3 enfants, il faut que je les habille le matin. Et au fait, quel temps il fait aujourd'hui, plutôt que de retrouver le smartphone qui doit être sous l'oreiller ou autre chose autre part. Ça me sauve la vie parce qu'il y a aussi une continuité avec le mobile. Où tout à coup, lui, il va fonctionner directement dans la voiture. Là, en l'occurrence, c'est plutôt Android Auto. Donc non, l'utilisation et encore une fois, moi, je suis dans l'émerveillement absolu à regarder l'usage que mes enfants font de ça. C'est-à-dire que moi, il y a des choses que ça fait qui sont magiques. Alors, je verrai avec Alexa, mais le service français n'est pas encore démarré. Mais quand on dit à Google, tiens, joue, je sais pas, Dino Trucks, et que le truc comprend tout de suite que c'est le Dino Trucks qui est sur Netflix et qu'il faut le jouer sur la télé au travers de la clé Chromecast, mais que tout ça se fait dans une transparence absolue. C'est bluffant, quoi. Moi, j'en suis arrivé au point où on est parti en vacances il y a un peu plus d'un mois en Tunisie et ma fille, 4 ans, rentre dans la chambre et elle dit, je sais plus ce qu'elle dit.
Elle dit OK Google, what's the weather like today? Et, euh, et là, évidemment, rien ne répond. Et elle se retourne vers sa mère en disant Mom, there's no Google in this room. Bon, je pense que c'est une bonne conclusion à ce sujet. C'est pas mal. Mom, there's no Google in this room. Maman, il n'y a pas de Google dans cette pièce. Voilà. Et on va très habilement éviter le sujet de l'information, des informations collectées par tous ces assistants. Ça sera une discussion pour une autre fois. Mais évidemment, c'est aussi une préoccupation. Moi, j'ai une théorie. Hein. Ah, bon, vas-y, rapidement. Non, mais moi, je veux passer plein de papiers qui disent oui, ils vous écoutent pour arriver à placer des pubs ciblées. Moi, je suis persuadé que non pour plein de raisons. Mais il t'écoute quand tu lui poses une question, mais pas en dehors de ça. Ah, mais oui, mais c'est parce qu'il y a d'abord les mots trigger, j'ai envie de dire, que sont dis Alexa, bonjour Alexa, ok Google, hey Google, etc. Tout simplement parce qu'on n'imagine pas, mais c'est pareil sur le mobile, on n'imagine pas que ces services se mettent à écouter en tâche de fond tout ce qui se dit à portée de leur micro. Parce que je vous rappelle que tout ça, faut le synthétiser, faut en tirer du langage et arriver à sortir des mots-clés, etc. Et que personne n'a intérêt à faire ça. Alors, je dis pas qu'aucune application ne le fera jamais, mais c'est tellement risqué, c'est-à-dire que c'est tellement creepy, comme on dit en français, que la seule chose qui risquerait, ce serait des installations de masse. Mais par contre, non mais c'est vrai, les gens disent mais c'est bizarre, regarde, moi j'ai jamais fait une recherche sur tel ou tel article et tout à coup j'en ai parlé à un pote et une heure après sur Instagram j'avais une pub pour le machin. Mais ce que ça illustre bien, c'est que les moyens que ces plateformes ont pour cibler de la pub sont tellement puissantes que c'est aussi puissant que si vous écoutez. Mais je suis persuadé que c'est pas ça. Oui. Parce que non, moi je pensais simplement au fait que c'est un autre biais pour accumuler des informations sur nous par les interactions qu'on a avec lui. Tu vois, c'est pas l'espionnage, ça c'est encore une autre question. Mais... D'accord, oui, sur tes contenus préférés, des choses que tu fais de manière habituelle, etc. Avec les enfants en plus. C'est surtout ça. C'est d'ailleurs, bien sûr. Oh, ça m'ennuie moins. Non, mais je veux dire, c'est un sujet que. Ce que mes enfants demandent est très répétitif. Joue-moi l'âne trop. Joue-moi l'âne trop. Ok, on a compris. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que si on se pose encore une fois la question de pourquoi Amazon y est allé, c'est parce que je pense qu'un jour ils se sont dit, mais t'imagines si demain c'est Apple ou Google qui reçoit l'information de ce que les gens commandent chez nous, tout à coup cette idée-là a dû leur être parfaitement insupportable et à justifier les milliards qu'ils ont investis dedans pour que justement jamais ou grand jamais tout ça passe par des gens qui sont des plateformes mais aussi des concurrents. Bon, bah écoutez, on va conclure ce petit sujet sur Amazon Echo. Dites-nous ce que vous avez pensé de votre appareil. Si vous l'avez acheté, vous l'aurez normalement dans 2 jours au moment de l'enregistrement de cette émission. Et on va donc faire une petite pause avant de passer aux news et rumeurs pour vous parler, comme toujours, de l'éternel patreon.com/rdvtech. Qu'est-ce que c'est Patreon ? Eh ben, c'est un site qui permet de financer cette émission et plein d'autres projets créatifs. C'est très simple. Si vous appréciez l'émission, si vous dites que c'est sympa, c'est intéressant, ça vous apprend des choses, ça vous distrait, et que ça vaudrait bien aller le prix d'un café, le prix d'une bière, et que vous voudriez contribuer financièrement à l'émission, et ben vous allez sur patreon.com/rdvtech et vous décidez combien vous donnez, $1, $2, $3, et vous décidez combien d'épisodes vous allez soutenir par mois. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Et ensuite, quand moi je publie les émissions, et ben c'est décompté et à la fin du mois vous êtes débité. Et comme je le disais, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Il n'y a aucune obligation, aucun engagement. Donc c'est, comme j'aime à le dire, le business model le plus sain de la terre. Seuls les gens qui veulent payer payent et ils payent autant qu'ils veulent pendant aussi longtemps qu'ils veulent. Franchement, si ce genre de business model ça ne vous convient pas, je sais pas ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est le genre de choses qui, à mon avis, est idéal pour ce type de production. Donc, si vous écoutez depuis un moment, vous dites ouais vraiment toutes les semaines quand j'ai mon émission, c'est un bon moment. Et ben peut-être pensez à contribuer comme le font aujourd'hui Julien Lefort, Piu Piu, Marc Bolger ou Bolger, Gabriel Laroche, Aurélien Delval, Julien Lalu et JP Demoulin. Merci à vous tous et aux très nombreux auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission financièrement. Je vous apprécie du fond du cœur et je vous envoie plein de bisous. Le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend 2 minutes pour créer un compte et se lancer dans cette merveilleuse aventure du soutien du cœur.
Voilà, on va le dire comme ça. On continue avec les news et les rumeurs. Il y avait un article assez intéressant dans The Atlantic sur une nouvelle utilisation que font les adolescents et les jeunes adolescents d'Instagram. C'est les thread accounts. Alors, thread, bon, vous connaissez les flux, les fils d'informations. En fait, c'est des comptes Instagram qui sont simplement des collections de textes qui donnent des solutions, des indications, des conseils pour différentes choses. C'est une sorte de self-help ou d'aide pour les adolescents qui, alors il y a plein de choses différentes, hein, c'est genre comment se débarrasser de l'acné, comment je sais pas, comment se faire des amis, etc. Ça veut dire quoi? C'est des espèces de comptes thématiques, j'ai envie de dire. C'est un petit peu des comptes thématiques. En fait, ça m'a fait penser aux comptes, les mimes, je sais plus comment ça s'appelait, les self-mimes, les private mimes. C'est des comptes qu'ont les enfants ou les adolescents. Ils ont plein de comptes, hein, évidemment. Le compte sur lequel les parents les suivent, où ils font des trucs bien comme il faut. Et puis les autres comptes où ils s'amusent avec leurs amis, bien évidemment. Et là, c'est des comptes qui sont dédiés à ce type de conseils, avec donc des listes de textes. Et ils sont en train de progresser hyper vite. Alors, c'est possible que ça soit une mode, mais là où ça m'a vraiment marqué, c'était la raison, quand ils parlaient de la raison de la popularité de ces comptes, c'était en partie le fait que les plus jeunes utilisateurs, 11-12 ans, disaient « Non mais qui a le temps d'aller chercher sur Google un truc et d'aller lire des longs paragraphes qui vont expliquer les choses ?» C'est beaucoup plus simple d'avoir l'information venir à toi sur Instagram parce qu'ils passent leur vie sur Instagram et donc d'avoir ces informations comme ça, on a des listes simples, faciles à lire et c'est beaucoup plus agréable à utiliser que de devoir aller chercher sur Google et puis lire des gros paragraphes. Ouais, alors, le vieux con qui sommeille en nous deux en train de dire ouais, tu veux dire que c'est plus simple de regarder la télé que d'aller à la bibliothèque. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais. En même temps, je me dis c'est visiblement les plus jeunes qui font ça et je comprends quand tu as 11 ans, peut-être 12 ans, tu vas pas aller faire une recherche de thèse quand tu veux savoir comment te débarrasser de tes points noirs. Et il y a aussi d'autres commentaires, et c'est là qu'on voit l'intention du journaliste. Peut-être tout à la fin, il dit « Bon, il y a quand même des gens qui disent ouais, enfin, ces trucs, c'est un peu n'importe quoi, c'est généralement pas très recherché. » Et il y a une remarque qui conclut l'article, qui est assez claire, qui dit que la jeune fille de 14 ans estimait que « They think coconut oil is a cure for everything. » Ils pensent que l'huile de noix de coco est une réponse à tout. Donc, ils ont quand même visiblement assez de recul par rapport à ces sujets. Mais cette idée que faire une recherche Google, c'était trop de boulot. Faire une recherche Google et lire un paragraphe, c'était trop de boulot, m'a marqué, quoi. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont plus jeunes ou si, parce que pour nous, faire une recherche Google, c'est c'est magique, quoi. Ça nous amène l'information du monde entier parce qu'on a connu l'alternative. Pour eux, c'est déjà un truc qui est un peu relou. Enfin, relou, voilà, je montre que je suis des années 80, c'est un peu chiant, quoi. Ouais. Donc, voilà, ça m'avait C'est intéressant, j'entendais un podcast récent qui racontait une étude. On avait demandé à un groupe de gens aux États-Unis combien ils seraient prêts, enfin combien il faudrait les payer pour qu'ils abandonnent tel ou tel type de service. Et par exemple, on disait, voilà, combien il faudrait vous donner pour que vous abandonniez les réseaux sociaux, tous, hein, Facebook, Twitter, Insta, etc. Et c'était la valeur médiane qui était demandée, était de l'ordre de $300. Bon, très bien. Et après, tu montais en gamme. Alors on leur demandait combien il faudrait qu'on vous donne pour abandonner la cartographie, pour abandonner le mail, pour abandonner les recherches sur Internet, etc. Et c'était intéressant de voir à peu près la hiérarchie dans l'esprit des gens. Par exemple, pour abandonner la cartographie, il fallait leur donner en valeur médiane toujours des milliers de dollars. Et c'est vrai que t'imagines si demain on te retire Maps, et tous les services de cartographie, j'ai envie de dire, et tous les trucs qui te donnent ton trajet, que ce soit en voiture, en transport, à pied, etc., ce serait hyper casse-pied. Au-dessus de ça, il y avait le mail. Là, c'était très très cher pour te faire abandonner le mail. Et c'est logique. Et la chose pour laquelle il fallait donner, mais une fortune, je sais plus, je crois que la valeur médiane, c'était $16,000 par an, ben, c'était la recherche sur Internet. Oui, non, mais je comprends. C'est-à-dire que tout à coup, on saurait plus faire sans. Mais évidemment, enfin, on évoque souvent en bon vieux con ce sujet. Je crois que j'en parlais dans un épisode récent, mais il fut une époque où quand on savait pas quelque chose dans une soirée entre amis, on rigolait, on disait oui, non, mais enfin, de toute façon, Euclide, il avait bien dit que les lignes parallèles, machin. Et si tu savais pas, bah tu savais pas, c'était fini.
C'était, il fallait aller à la bibliothèque et, enfin, à moins que tu aies une encyclopédie chez toi et c'était pas bon marché, bah tu savais pas. Donc oui, évidemment, c'est un petit peu comme dire combien on te payerait, il faudrait te payer pour abandonner l'électricité ou l'eau courante, tu vois. Mais les réseaux sociaux, à la limite, c'est intéressant. Toi, est-ce que tu serais prêt à, parce que c'est pas essentiel à notre vie. Les réseaux sociaux, il faudrait te payer combien pour que tu abandonnes Facebook, Twitter, tout ça? Je sais pas, mais de fait moins cher que la cartographie, le Oui, mail c'est sûr. et la recherche sur Internet. Bon, ensuite, moi, je m'en sers pour le boulot aussi, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais Facebook, par exemple, j'en sers un peu moins pour le boulot. Bon, ça, à la limite, faudrait pas me payer grand-chose parce que Facebook, c'est pas hyper intéressant. Mais tous les réseaux sociaux, tout court, ouais, je crois que faudrait monter très très haut, quoi. J'en sers beaucoup. Bon. Le Google Pixel 3 serait leaké, le Pixel 3 XL. Il aurait deux caméras à l'avant et un notch, je crois qu'on l'avait... Ah, on l'a peut-être évoqué dans l'épisode précédent. Il aurait effectivement le notch, Oui. comme tous les appareils récents. C'est marrant parce que... Et il n'a pas de port jack. C'est vraiment... Enfin, Tintin. ça fait sourire parce que c'est un truc qu'on reproche toujours à Apple de faire. Enfin, c'est deux trucs spécifiquement, le notch et le port jack, qu'on a reproché à Apple de faire. Et même certains des constructeurs qui aujourd'hui abandonnent le port jack et implémentent le notch s'en sont moqués il y a quelques mois ou un an dans le cas du port jack. Et aujourd'hui, ils l'implémentent. Donc, bon, il faut quand même parfois voir au-delà des stratégies marketing de ces constructeurs. Enfin, bon, j'enfonce des portes ouvertes là, mais c'est quand même drôle. Ben, je pense que, et c'est encore plus vrai sur le notch, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai des gens à qui j'en parlais, qui travaillent chez des constructeurs de mobiles. L'encoche, on va parler français, c'est l'encoche. L'encoche, oui, absolument. C'est-à-dire le petit truc qui est en haut de l'écran pour arriver à continuer à agrandir l'écran en abritant quand même le micro et quelques capteurs, sans laisser une grosse bande noire en haut de l'écran. Et eux me disaient, non mais la question du notch, enfin de l'encoche, c'est quelque chose qu'on se posait depuis longtemps, parce qu'évidemment, l'ambition depuis longtemps, c'est d'agrandir l'écran le plus possible et de faire des téléphones qui sont 100% borderless. Et donc la question se posait depuis longtemps, et en fait le fait qu'Apple les fait en premier a un peu donné l'autorisation aux autres de le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire tout à coup, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient bien voulu le faire, mais qui n'avaient pas forcément envie d'être les premiers, parce qu'il y avait un risque commercial à le faire, à se dire, est-ce que les gens vont accrocher? Est-ce qu'ils vont pas dire, non mais attends, c'est quoi ce truc qui vient me bouffer un bout de l'écran, et l'interface des apps, ça va se passer comment, etc. Et qui en plus sont sous Android, donc maîtrisent pas forcément. En gros, il aurait fallu que ce soit Google qui le fasse en premier pour être le premier à autoriser tous les autres constructeurs de smartphones Android à le faire. Ouais. Apple l'a fait, et tout à coup, voilà, c'est devenu acceptable pour les autres. Et même si, évidemment, tous les notches ne sont pas du même format, ça va poser plein de questions sur les applications, un peu moins côté Apple, où évidemment les choses sont un peu plus intégrées, et il y a pour l'instant une seule largeur de notch. Ouais. Voilà. Bah c'est intéressant effectivement comme analyse, que le fait qu'Apple l'ait fait, bah du coup après les autres qui viennent après, c'est juste ouais bah déjà c'est plus une grosse news parce que ça a déjà été fait. Puis en plus, si Apple, qui a cette image de qualité et de premium, le fait, bon bah au pire c'est juste comme le truc cher et classe entre guillemets. Je sais qu'il y a des auditeurs qui vont faire la grimace quand je dis classe, mais c'est la perception, donc bon. On parlait du système C'est un peu toute proportion gardée, c'est un peu comme les gens qui sont amateurs de voitures de sport et qui disent non mais attends, de toute façon il y a l'essence et il y a rien d'autre, parce que de toute façon tant que Porsche fera pas de voiture électrique, la voiture électrique ce sera pas intéressant. Et tout à coup voilà, Porsche ça y est va sortir enfin un modèle électrique. Et tout à coup, ça va être là aussi un enabler, c'est-à-dire que ça va permettre à d'autres d'en faire en étant crédible auprès d'une population pour qui c'était l'anathème jusque-là. C'est pareil. Donc voilà, c'est pour ça maintenant on va voir des notches partout, et ça fait plus débat. De plus en plus, ouais. Parce que ça résout effectivement un problème qui se posait déjà avant, mais là il y a une solution qui est plus envisageable qu'avant. On a un système d'alerte, on parlait du ministère de l'Intérieur qui passait de SAIP, l'application,
a un compte Twitter pour les alertes en France, eh bien, figurez-vous que dans le même temps, l'Union européenne est en train de travailler à un système d'alerte universel en Europe par SMS. On l'évoquait. Il y a peut-être effectivement des problèmes techniques, mais l'Europe serait en train de travailler à un système d'alerte qui géolocaliserait les gens qu'ils veulent alerter et qui serait implémenté sur toute l'Europe. C'est quelque chose qui pourrait être effectivement indépendant des services tiers, qu'on maîtriserait au niveau national ou fédéral, on va dire, européen. Oui, pardon. Au niveau au niveau unional. Pan-européen. Pan-européen. Enfin, au niveau régional. Au niveau de l'Union. Allez. En fait, ça va pas vraiment. Enfin, si, ça va te géolocaliser, mais ça va juste cibler de manière indiscriminée tous les gens qui se trouveront de la zone. Oui. Voilà, et pas d'ailleurs seulement, c'est intéressant parce que du coup ça touchera tous les gens qui sont là, même des gens qui n'habitent pas là. C'est-à-dire que je sais pas, un ami allemand qui vient à Paris, si tout à coup il y a un attentat, on prie pour que ce soit pas le cas, mais sera averti comme les autres parce qu'en fait c'est une fonction du réseau GSM où tu dis j'envoie des alertes sur telle et telle et telle et telle borne et tous les gens qui sont connectés dessus vont la recevoir. Moi j'attends de voir comment ça va marcher vraiment parce que c'est une fonction du réseau mais qui est pas utilisée. Donc, est-ce que c'est encore proprement implémenté dans toutes les versions de tous les systèmes mobiles ? J'imagine que oui, mais je veux le voir à l'œuvre. Et je pense que ce qui freinait jusque-là, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes en sens de dire non, attendez, il faut qu'on ait des systèmes d'alerte qui fonctionnent pour tout le monde partout, qu'il n'y ait pas besoin. Même pour SAIP dont on parlait la semaine dernière, les gens faisaient remarquer avec raison que avoir un compte Twitter, c'est quand même une moins bonne solution que d'envoyer des SMS. Donc, ouais, c'est une bonne solution le compte Twitter parce que ça a le mérite d'une immense simplicité. C'est sûr. Il y a rien à développer. Moi, c'est un truc que je vois quotidiennement. Pendant longtemps, il se trouve que je travaille dans un média qui, comme un peu tout le monde, est abonné à l'AFP. C'est très cher, mais c'est très bien. Et l'AFP a des alertes. Il y a plusieurs niveaux dans les dépêches de l'AFP. Il y a l'alerte, le flash, le bulletin, etc. Et depuis longtemps, on demandait à l'AFP, mais il n'y a pas une appli, je sais pas, pour avoir au moins les alertes en temps réel sur son mobile, parce que c'est compliqué. Et un jour, l'AFP a sorti un compte que vous pouvez aller voir, qui s'appelle AFP Alert Pro sur Twitter. Alors, vous ne pouvez pas vous y abonner. Parce que l'abonnement, ils ont fait un système assez simple qui fait que tu demandes à t'abonner au compte et en même temps tu leur envoies un mail pour prouver que tu travailles bien dans un média abonné, juste sur la foi de ton adresse email. Et là, t'as coup, ils t'abonnent au compte. Et c'est remarquable parce que pour eux, c'est d'une simplicité biblique. En clair, c'est vraiment un flux, une sorte de flux RSS automatique. Dès qu'ils lâchent une alerte, elle est renvoyée sur le compte Twitter. Oui, pour les abonnés, tout à coup, tu actives les notifications de ce compte et tadadang, tu as une notification à chaque fois qu'une alerte paraît. Et t'as pas eu besoin d'installer une appli. Ils ont pas besoin de maintenir une appli pour les différentes plateformes. Ça marche pour tout le monde parce que voilà, peu ou prou, tous les gens. Disons que pour une société privée comme l'AFP, c'est effectivement une solution simplissime. Là où les dents peuvent grincer, c'est pour un service public, pour un truc aussi important que les alertes de ce type, etc. Mais oui, moi je suis complètement d'accord, c'est ce que je disais. L'avantage de la simplicité de l'infrastructure, de l'absence de développement est évident. Mais bon, si en même temps on peut se développer en parallèle cette histoire de SMS pan-européen, je pense que ça serait une bonne chose aussi, oui. Ouais, parce que le problème des SAIP, il était double. Un, il fallait d'abord installer l'application pour pouvoir espérer être averti, puis aller vérifier que les notifications de l'appli étaient activées, mais pas juste qu'il fallait ouvrir l'appli pour voir s'il y avait une alerte. Et secondo, un problème organisationnel, c'est que la responsabilité de l'envoi des alertes était donnée au préfet. Ce qui est bien, mais si tu veux, je sais pas, imagine que t'es préfet de Côte d'Azur. Et que tout à coup, il y a un camion qui fonce dans la foule le 14 juillet sur la promenade des Anglais. Oui, ton premier réflexe, c'est pas de dire tiens, il va falloir attendez, il est où le garçon qui s'occupe des SAIP ? Ah, il est chez lui. Ah très bien, vous allez le chercher. Il faudrait non, évidemment, t'as 1000 choses à faire avant de t'inquiéter de ça. Bien sûr. Donc voilà, c'est pas mal. Il va falloir simplifier, j'ai envie de dire, la chaîne de responsabilité sur qui envoie une alerte. Moi, je dirais que du coup, la chaîne de responsabilité est déportée parce que sur Twitter, il faut bien que quelqu'un envoie l'alerte aussi. Mais peut-être qu'ils ont modifié. Bien sûr, mais peut-être qu'ils vont modifier le truc. Ouais. Et en même temps, les gens qui disaient « Ah mais j'ai jamais eu de notification sur SAIP ». Non mais attends, d'abord, tous tes potes t'en ont parlé sur Facebook. Le principal, c'est que tu sois averti. Le principal, c'est que tu sois averti d'une manière ou d'une autre. Et sur Twitter, ça se diffuse très vite, oui.
Et puis on a des systèmes qui marchent bien. Regarde les alertes enlèvement, qui sont un truc qui a été mis en place et qui marche de manière absolument remarquable et qui sauve des vies, mais qu'on utilise de manière avec discernement, j'ai envie de dire. Non, moi j'ai envie que ça marche et c'est vrai que ce serait logique qu'on utilise ce service-là. Tiens, il y a une initiative de Microsoft qui est en train d'immerger dans les news un petit peu what the fuck, qui est en train d'immerger des centres de données dans des énormes conteneurs. Ils les immergent et il y a juste un câble qui sort. Enfin, ils les mettent dans la mer, quoi, carrément. Il y a juste un câble qui sort et ils sont censés les laisser sans maintenance pendant 5 ans. C'est un moyen de refroidir les centres de données. Évidemment, vous en doutez, comme vous le savez, l'un des gros problèmes, c'est la consommation d'électricité pour le refroidissement des salles de serveurs pour toutes ces grosses sociétés qui en ont des milliers et des milliers. Et ben là, ils ont trouvé une solution qui est de les mettre dans la mer, dans les pays du Nord. et bon, enfin là, c'est en Écosse, donc c'est pas non plus les pays du Nord, mais c'est un petit peu au Nord quand même. Et ils les touchent pas pendant 5 ans. J'ai trouvé ça assez intéressant comme solution. Bah, ça résout le problème du refroidissement, qui, comme tu le dis, était un vrai souci récurrent. Bah, financier et écologique, accessoirement. Donc, Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est aberrant de se dire que, longtemps, la moitié de la consommation énergique d'un data center, c'était son refroidissement. Donc, c'est quand même terrible. Je sais pas si j'avais pas parlé ici la dernière fois, je suis pas sûr, de Carnot, cette start-up géniale, Carnot avec un Q-A-R-N-O-T. Ils sont à la porte d'Orléans à Paris et eux, ils ont pris 2 problèmes pour en faire une solution. D'un côté, évidemment, les serveurs, ça chauffe. Et de l'autre côté, se chauffer chez soi, ça coûte cher. Et si on mettait un serveur chez toi qui serait ton radiateur? Et ben c'est ça l'idée. Et ils ont fait des serveurs qui sont pas des serveurs de stockage, hein, ça héberge pas des sites web, mais des serveurs de calcul pour faire des fermes de calcul pour la 3D, du calcul financier aussi beaucoup. Et tout à coup, toi, tu achètes ton radiateur, qui est en fait un serveur avec plusieurs machines à l'intérieur, mais ça a une gueule de radiateur très très design. Tu l'installes chez toi. Et tu ne payes que le radiateur parce qu'à partir de ce moment-là, la machine va faire le décompte de sa propre consommation énergétique et tu seras remboursé de sa consommation en courant chaque mois. Donc en gros, le chauffage est gratuit. Le radiateur est payant et il coûte 2 500 €, mais le chauffage est gratuit. Ah oui, quand même, d'accord, c'est un investissement. Oui, et d'ailleurs, c'est pas quelque chose que tu vas aller acheter chez Leroy Merlin demain. Pour l'instant, c'est des choses qu'ils vendent à des entrepreneurs ils installent ça dans des immeubles de bureaux en construction, dans des HLM aussi en construction. Et là, l'avantage, il est génial. C'est quand même extraordinaire de dire que tu vas accueillir des gens dans des HLM et leur dire non, mais c'est bon, le chauffage est gratuit. C'est assez génial. Très malin. Ils font un modèle que tu peux acheter dès aujourd'hui, mais qui est un petit peu différent parce que là, tu vas pouvoir l'installer dans ta maison, mais il est pas relié au réseau. C'est pas eux qui vont envoyer des trucs calculés pour de la 3D ou des banques. Non, là, ça va juste faire du mining de crypto-monnaie à ton bénéfice exclusif. Avec l'espoir, évidemment, que ça rembourse tes dépenses de chauffage. Intéressant. Uber est en train d'engloutir des millions et des millions de dollars dans la publicité. Ils ont l'intention de dépenser 500 millions de dollars en 2018 pour se refaire une image. Bon, on se dit que ils auront bien besoin de ça, si ça s'accompagne évidemment d'une réformation de leur culture, ce que ils semblent être en train de faire. Ça sera sans doute une bonne chose. On va dire que ça sera bien qu'ils changent leur comportement et ensuite qu'ils se rachètent une image. Espérons que les deux aillent de pair. Mais 500 millions de dollars rien que pour se racheter une image, c'est quand même pas mal. Rapporter la valorisation du beurre, c'est pas grand-chose, mais oui, il y a quand même besoin. Mais là, c'est pas de la valorisation, c'est de l'argent sonnant et trébuchant qu'ils vont dépenser dans des pubs. Oui, tout à fait. Mais 500 millions de dollars à l'échelle du marché du beurre, qui est quasi mondial, c'est pas énorme. C'est sûr. C'est pas une gigantesque campagne. Disons que ça indique plus la taille d'Uber que la somme en elle-même, quoi. Ouais, je sais pas si ça suffira parce que c'est vrai que dans l'échelle des boîtes qui ont une image de merde, Uber, ils sont là-haut. Hein. C'est sûr. Mais ceci dit, il reste quand même, malgré tout ça, il reste très utilisé. Il y a personne qui a réussi à leur supplanter, ne serait-ce que venir disputer la première place, quoi. Donc, malgré tous les problèmes, malgré les problèmes avec les taxis, malgré les problèmes avec les villes, et là, ils sont en train d'ailleurs de s'intéresser aux vélos électriques en Europe. Oui.
Ils le disent depuis le début, hein, leur but c'est de réinventer la mobilité, c'est pas juste de remplacer les taxis. Et malgré tous les problèmes qu'ils ont eus, qui ont été très nombreux, comme on en a souvent parlé, Uber reste la société qui est le mieux placée aujourd'hui pour arriver à ce but, alors qu'il y a beaucoup de concurrents. Et les concurrents, en fait, n'ont pas, je sais pas si on peut dire n'ont pas su profiter, mais n'ont pas réussi à profiter des difficultés d'Uber pour venir se positionner en concurrent sérieux. Uber reste le numéro 1 de loin, quoi. Donc... Ouais. Quoi d'autre? Facebook a lancé fb.gg, qui est en fait une sorte de portail général pour le streaming de jeux vidéo qui vient concurrencer Twitch. S'il y en a un qui peut peut-être concurrencer Twitch, je me dis c'est possiblement Facebook. Bon, il y a beaucoup de jeux mobiles. Et beaucoup de Fortnite, bien sûr. Mais voilà, donc ils ont ouvertement ouvert les hostilités. C'est peut-être pas tout à fait le même public non plus, mais c'est lancé. Et puis, la dernière news dont je voulais parler, c'était le fait que à l'E3, justement, qu'on évoquait tout à l'heure, il y a EA, donc énorme éditeur de jeux vidéo, et Microsoft, éditeur et constructeur, qui ont tous les deux annoncé travailler sur des services de streaming. Si on couple ça à la déclaration de Yves Guillemot, président de Ubisoft, qui disait, a priori, après la prochaine génération, il y aura plus vraiment de consoles, mais ça sera que des services de streaming. Moi, ça me paraît un peu ambitieux quand même. Je pense qu'il y aura des services hybrides pendant un moment. En tout cas, les services de streaming, c'était notre running gag avec Yann pendant des années. Peut-être que j'étais juste en avance de 3 ou 4 ans. Enfin non, parce que ça fonctionne concrètement. Mais là où c'est intéressant, c'est que les services de streaming, du coup, permettent aux développeurs de se départir du constructeur. Parce que si on a un service de streaming, tout à coup, un développeur, comme c'est le cas d'EA, comme ça pourrait être le cas d'Ubisoft, pourrait proposer son service de streaming et l'implémenter sur les télévisions, sur les App Store, sur tout ça. Et du coup, n'a plus besoin d'être présent sur la console, où la console devient une des outlets, une des manières de se présenter aux joueurs, mais ils peuvent devenir maîtres de leur propre... Il y a une sorte de désintermédiation supplémentaire où si le service de streaming fonctionne, n'importe qui peut en créer un. Donc c'est assez intéressant, j'ai trouvé. Ouais, tout à fait. Mais c'est clairement c'est le mouvement de l'histoire, c'est normal. Moi, je me souviens au lancement de la PS4, on était allé au Japon rencontrer le patron de PlayStation de l'époque, Andrew House, et je lui disais déjà, mais vous vous rendez compte que ce qui va se passer, la prochaine génération du truc, c'est-à-dire que la puissance de la console aujourd'hui, dans 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, sera un truc d'une banalité sans fin. C'est-à-dire que ce sera la puissance de mon téléviseur, j'ai envie de dire, en termes de calcul. Et tout à coup, le jeu va devenir un service de la plateforme sur laquelle je serai, quelle qu'elle soit, parce qu'évidemment, il y a aussi tout ce qui va se passer dans le cloud en même temps. Alors évidemment, à l'époque, ils secouaient la tête en disant oui, on n'en est peut-être pas là. J'ai une console à vendre. Vous êtes gentil. Non, mais il a raison. Moi, je pense qu'on n'en est pas là. On n'en est pas là pour la prochaine console non plus. Celle d'après, ça commencera à jouer pas mal, quoi. Oui, absolument. Non, parce qu'en plus, on voit, ça s'accélère. On voit. Alors, il y a eu les tentatives qui sont arrivées jusque-là. Je me souviens plus de comment s'appelle cette boîte qui avait fait ça, qu'on a vu pendant des années à l'E3 et qui après a fermé. Oui, OnLive, voilà. Mais c'était peut-être un peu tôt. On voit ce que fait Shadow aujourd'hui. On voit, il y a quand même plein de trucs. Moi, je vois ça comme l'arrivée de Steam. Au début, tout le monde dit mais je vais pas télécharger des jeux depuis le net, machin. Ça a pris quelques années, mais aujourd'hui, on ne pense plus les choses autrement. Je pense qu'on va y arriver effectivement à terme. Techniquement, ça fonctionne pour certaines personnes aujourd'hui, mais d'ici 10 ans, imaginez comme l'infrastructure aura changé, quoi. On sera d'ici 10 ans, on sera en train de parler de 6G, j'imagine. La 5G sera tellement commune qu'on sera en train de commencer à parler de 6G. Donc bon, bref. Voilà pour ces sujets un petit peu gaming et pour la conclusion de notre épisode. On arrive donc à la fin et c'est le moment de remercier Cédric d'avoir participé à l'émission avec moi. Merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver sur l'internet ? Sur Twitter, @Cédric, c'est quand même le plus simple. Je suis aussi sur Instagram, mais je partage que des choses quasiment qui se mangent ou qui se boivent. Mais c'est bien aussi, mais c'est moins, voilà, c'est moins technique. T'as pas de thread pour conseiller les adolescents à ne pas perdre leurs cheveux ou tu vois des choses comme ça, non. Non, j'ai pas de contenu thématique déterminé à part les cocktails parfois, mais ça concerne pas mal, oui. Ça ne concerne pas les adolescents, c'est vrai, bien heureusement. Et sinon, voilà, sur
sur ce que je publie régulièrement sur lci.fr et puis à l'antenne d'LCI, bien évidemment, particulièrement le jeudi matin. D'ailleurs, ce jeudi matin, je vous montrerai ce que LCI a fait sur Alexa. Magnifique. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, un petit peu partout. Vous pouvez retrouver également cette émission sur frenchspin.fr et vous pouvez aller commenter d'ailleurs sur le blog de l'émission si on a dit des bêtises, si on a dit des trucs intéressants. Vous pouvez également la soutenir financièrement, vous le savez, sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous cliquez dessus et vous y êtes en 2 minutes. Si l'émission vous plaît, c'est peut-être, si vous l'écoutez depuis un moment, peut-être pensez-y, dites-vous, je peux contribuer moi aussi à être fier de l'entendre arriver, de la voir arriver sur mon appli de podcast, parce que j'y ai contribué. C'est grâce à moi que cette émission se fait, c'est ce que vous pourriez vous dire. Et si vous aimez les jeux vidéo, allez vous abonner au Rendez-vous Jeu sur votre app de podcast. Vous cherchez le Rendez-vous Jeu, tout simplement. Il y a un beau logo tout framboise, comme le logo du Rendez-vous Tech, et vous aurez toutes les choses à retenir de l'E3. Dès ce mercredi, on va vous faire un résumé de toutes les conférences, de toutes les choses importantes, avec une fine équipe qui va se rejoindre à ce moment-là. Qui va enregistrer une émission mercredi pour vous résumer tout ça dans la bonne humeur, évidemment. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao à tous!